Imaginez le secret le plus terrifiant de l'histoire de l'humanité, les plans de la bombe atomique. Les calculs de masse critique du plutonium, les schémas des détonateurs, chaque étape de la fabrication de l'arme qui mettra fin à toutes les guerres. Dans votre esprit, vous voyez quoi? Des lasers? Des chambres fortes impénétrables? Des codes cryptés par des machines de génie? Oubliez tout ça. En 1943, à Los Alamos, le destin de notre espèce était conservé dans des tiroirs de bureaux fermés par des cadenas de quincaillerie à 50 centimes. Certains n'étaient même pas verrouillés. C'est le premier mythe qu'il faut briser. Nous pensons que la complexité d'un secret définit la complexité de sa protection. C'est faux. La sécurité est une illusion de confort, entrée Richard Feynman. Physicien de génie, futur prix Nobel, et surtout le plus grand emmerdeur de l'armée américaine. Pour lui, un verrou n'est pas une barrière, c'est une prétention. Et une prétention sans preuve, c'est une insulte à l'intelligence. Alors, il s'amuse. Un trombone plié, un petit tournevis, et clac. Il entre dans le bureau d'un collègue, emprunte un rapport ultra secrète, et lui rend le lendemain en disant « Merci pour la lecture ». L'armée finit par s'agacer. On installe alors le NEC plus ultra, les classeurs Mosler. 3 roues, un cadran, 1 million de combinaisons possibles. Les officiers se détendent enfin. 1 million. Même en essayant un code toutes les 10 secondes, il faudrait des mois de travail non-stop pour en ouvrir un seul. Mathématiquement, c'est inviolable. Sauf que Feynman ne voit pas des mathématiques, il voit un objet physique imparfait. Vous voyez ce cadran? Dirait Feynman avec ce sourire en coin. Les ingénieurs vous disent qu'il y a 100 positions. Mais écoutez bien. Sentez ce petit clic. Le mécanisme a du jeu. Une marge d'erreur de 2 chiffres de chaque côté. Ce qui signifie que vous n'avez pas besoin du chiffre exact, juste d'être proche. Résultat, le cadran n'a plus 100 positions effectives, mais 20. Faites le calcul. 20 fois 20 fois 20. On passe de 1 million à 8000 combinaisons. Un humain peut tester 8000 combinaisons en une journée de travail. Le mur de l'impossible vient de s'effondrer par une simple division. Mais Feynman n'était pas un brute forceur. C'était un homme qui cherchait l'élégance dans les équations quantiques comme dans les mécanismes de verrouillage. Pourquoi passer 8 heures à tourner un cadran quand on peut utiliser la faille la plus prévisible du monde? L'être humain? Voici le secret que personne ne voulait voir à Los Alamos. Un coffre-fort n'est sûr que s'il est fermé. Évident, non? Pas pour Feynman. Il remarque que pendant la journée, les scientifiques laissent leur classeur ouvert pour travailler. Et quand un coffre est ouvert, le mécanisme est exposé. En faisant tourner le cadran avec précaution sur un meuble ouvert, il pouvait sentir la résistance des disques. Un petit clic, une légère tension, Et hop, les 2 derniers chiffres de la combinaison se révélaient. C'est là que le génie de la manipulation entre en scène. Imaginez la scène. Feynman entre dans le bureau d'un collègue. ils discutent de la diffusion des neutrons, de calculs complexes sur la masse critique. Feynman est adossé nonchalamment au classeur ouvert du chercheur. Ses mains bougent derrière son dos, de façon distraite, presque machinale. Son collègue boit ses paroles, fasciné par l'intelligence du physicien, sans remarquer que les doigts de Feynman sont en train de lire les secrets de son coffre. En 20 minutes de discussion scientifique, Feynman repartait avec 2/3 de la combinaison en mémoire. Le dernier chiffre? Il ne lui fallait plus que quelques minutes, seul, pour le trouver par tâtonnement. « Vous me regardez dans les yeux, mais vous ne voyez pas mes mains », s'amuserait-il à dire. C'est le paradoxe de l'attention. On croit protéger une information en la mettant dans une boîte en acier, mais on oublie que la boîte est manipulée par un singe distrait, et s'il y avait encore plus simple, Feynman découvre le code Dieu, le réglage d'usine. Les coffres Mosler arrivaient avec une combinaison par défaut. Il a testé ce code sur chaque classeur du bâtiment. Le résultat est effarant, un coffre sur 5 s'ouvrait instantanément. Des génies qui calculaient la trajectoire de particules subatomiques étaient trop paresseux pour changer un code à 3 chiffres. On est en plein cœur du projet Manhattan. L'enjeu est la fin du monde, et la porte est restée ouverte parce que quelqu'un a eu la flemme de lire le manuel. Derrière cette façade de génie espiègle, il y avait une ombre que les archives militaires ne racontent pas toujours. Pendant que Feynman hackait les secrets de l'atome, sa réalité personnelle s'effondrait. Sa femme, Arlene, se mourait de la tuberculose dans un sanatorium à Albuquerque. Chaque week-end, il faisait 300 kilomètres pour voir la vie s'échapper de celle qu'il aimait, alors qu'il passait sa semaine à concevoir la mort à grande échelle.
Elle s'est éteinte en juin 1945, juste avant que le désert du Nouveau-Mexique ne s'illumine d'un soleil artificiel. Parce que pour Feynman, les coffres-forts n'étaient pas des défis de sécurité, c'étaient des distractions contre le chaos de l'existence. La physique est logique, la maladie ne l'est pas. Les serrures ont des règles, la mort n'en a aucune. C'était sa manière de garder le contrôle. Nous sommes juste après la guerre. Feynman revient à Los Alamos pour finir des rapports. Il a besoin d'un document urgent, mais la bibliothèque est close. Il se rend dans le bureau de Friedrich de Hoffmann, un physicien qui possède 9 classeurs remplis de chaque secret du projet Manhattan. De Hoffmann n'est pas là, mais ses classeurs, eux, le sont. 9 armoires d'acier. Feynman tente les astucias habituelles. Les codes d'usine. Échec. Les dates évidentes. Échec. De Hoffmann sémétique. C'est ici que Feynman bascule de la mécanique à la psychologie. Il ne regarde plus le cadran, il regarde l'homme. Il fouille les tiroirs de la secrétaire et trouve une note, pi 3,459. Une secrétaire n'a pas besoin de pi, mais son citron, lui, ne jure que par les mathématiques. Feynman essaie les chiffres de pi. Rien soudain, l'illumination. Un physicien comme de Hoffmann ne choisirait jamais la constante la plus célèbre. C'est trop commun, trop prévisible pour un esprit de sa trempe. Il choisirait la constante de l'élégance pure, la base des logarithmes naturels, le nombre d'Euler. Il tourne le cadran, 27, 18, 28, clic. La porte s'ouvre. Ce n'est pas une victoire de la force, c'est une victoire de l'empathie intellectuelle. Il a deviné l'ego de son collègue. Il a compris que même un génie, quand il veut créer un secret, utilise ses propres obsessions comme clé. Mais le plus drôle, ou le plus terrifiant, c'est ce qu'il va faire de cette découverte. Feynman ne s'arrête pas à l'ouverture. Il veut laisser une trace, un stigmate de son passage. Il attrape un crayon gras rouge et une feuille de papier jaune. Dans le premier meuble, il dépose un mot. Quand les combinaisons sont toutes les mêmes, l'une n'est pas plus difficile à ouvrir que l'autre. Le même gars. Dans le deuxième. Celui-ci n'était pas plus dur à ouvrir que l'autre. Le petit malin. Et dans le troisième, il laisse enfin son nom. J'ai emprunté le document LA40312. Feynman, le perceur de coffre. Il referme tout et s'en va, hilar. Mais quand de Hoffmann revient, le rire change de camp. Ce n'est pas une blague de bureau. C'est le début d'une crise de nerfs. Imaginez l'époque, nous sommes à l'aube de la guerre froide. La paranoïa est une brume épaisse qui étouffe tout le monde. De Hoffmann ne voit pas un ami farceur, il voit l'ombre d'un agent soviétique. Ses mains tremblent. Il pense que chaque secret d'État est déjà à Moscou. Être le plus ironique. Cette peur n'était pas irrationnelle. Dans ce même bâtiment travaillait Klaus Fuchs, l'homme qui livrait réellement les secrets nucléaires aux Russes. Quand Fuchs sera arrêté plus tard, on lui demandera qui, selon lui, aurait pu être un espion à Los Alamos. Sa réponse ? Feynman. Le vrai coupable pointait du doigt celui qui s'amusait à prouver que la porte était ouverte. Feynman réalise alors que son jeu est devenu dangereux. Il doit guider de Hoffmann vers le dernier mot pour que la terreur se transforme en soulagement, finissant dans une accolade presque désespérée. Mais la leçon ultime arrive plus tard, quand l'armée fait appel à un vrai professionnel. Un serrurier de métier, pour ouvrir le coffre d'un capitaine dont on a perdu le code. Le serrurier arrive, apprend que Feynman est là et s'exclame « Mon Dieu, vous êtes le grand Feynman, je rêve de vous rencontrer. » Feynman est sidéré. Lui, le physicien du dimanche, est admiré par un pro. Il lui demande « Apprenez-moi votre technique. Comment ouvrez-vous un coffre sans outils, à froid ?» Le serrurier le regarde déconcerté. Il n'a aucune technique miracle. Pour ouvrir le coffre du capitaine, il a simplement essayé le code d'usine, et ça a marché. Ces deux hommes, l'un pro et l'autre amateur, avaient bâti une légende sur la même fondation. La paresse humaine. Le serrurier avoue même qu'il fait parfois semblant de percer, de faire du bruit avec ses outils, juste pour justifier le prix de la prestation. La sécurité, c'est du théâtre. On ne bat pas la serrure, on bat la personne qui l'a installée. 70 ans plus tard, qu'avons-nous appris? Regardez votre propre vie. Vos mots de passe exigent une majuscule, un chiffre, un caractère spécial. Et que faites-vous? Vous mettez une majuscule au début, un 1 à la fin, et un point d'exclamation pour conclure. Le même schéma, la même paresse, la même illusion. Nous construisons des murs numériques de plus en plus hauts. Mais nous laissons toujours la clé sous le paillasson de notre prévisibilité. Feynman a ouvert les secrets de la bombe, les schémas, les calculs, le devenir même de notre civilisation. Non pas avec un ordinateur ou une perceuse,
mais avec une seule question. Qui a réglé cette combinaison? Et quel genre de chiffre cette personne choisirait-elle? Ce n'était pas de la malveillance, c'était une quête de vérité. Toute sa vie, il a traqué l'écart entre ce que les gens supposent être sécurisé et ce qu'il est réellement. Il y a une beauté profonde, presque vertigineuse, dans cette réalisation. Nous vivons dans un monde de masques et de procédures complexes. Mais derrière le rideau, la réalité est souvent d'une simplicité désarmante. Feynman nous a montré que l'univers n'est pas un coffre-fort inviolable conçu par une entité malveillante pour nous frustrer. L'univers est un puzzle élégant, parfois mal ajusté, qui ne demande qu'à être compris par celui qui ose toucher le cadran. La véritable sécurité n'existe pas. L'entropie gagne toujours, les secrets finissent par fuiter, et les empires s'effondrent. Mais dans ce chaos, il reste la lucidité. La capacité de ne pas être intimidé par les 1 million de possibilités et de regarder le mécanisme bien en face. Feynman nous a légué bien plus que des diagrammes de physique quantique. Il nous a appris que l'autorité est souvent un décor de théâtre et que la curiosité est la seule clé qui vaille la peine d'être portée. Regardez autour de vous. Quels sont les cadenas que vous n'avez jamais osé toucher parce qu'ils semblaient trop imposants? La prochaine fois que vous ferez face à un mur, rappelez-vous du trombone de Feynman. La porte n'est peut-être pas verrouillée. Elle attend juste que vous arrêtiez de croire au mythe de sa fermeture. Si tu veux voir le monde tel